Bonjour à tous, le contenu de cette vidéo est la synthèse de plusieurs sites et d'ouvrages scientifiques que j'ai consultés récemment. Les informations données n'engagent que leurs auteurs et nullement Amazing Geek, mais j'ai pensé qu'il serait intéressant de partager avec vous ces données et ces visions intéressantes que vous pouvez discuter, compléter ou infirmer, mais toujours avec politesse et courtoisie dans les commentaires en vous appuyant sur une argumentation sourcée. Merci de votre compréhension et bonne vidéo. Avez-vous entendu parler de l'histoire des reines de l'île de Saint-Mathieu? Non. C'est une triste histoire qui débute en 1944 lorsque les gardes-côtes américains décident d'établir une station radio sur cette île isolée de la mer de Bering. Une vingtaine d'hommes s'y installent et amènent avec eux 29 rennes destinées à leur fournir de la viande de temps à autre. Mais la station radio sera rapidement démantelée et les rennes qui ont échappé au repas des gardes-côtes sont abandonnées sur l'île. En 1957, lorsque des chercheurs visitent l'île, ils découvrent avec surprise qu'il existe une importante colonie de rennes. Dépourvue de prédateurs et riche en lichen, l'un des aliments favoris des rennes, l'île a permis aux 29 animaux débarqués 13 ans plus tôt d'y vivre paisiblement et de se multiplier sans entrave. Leur population a atteint le nombre de 1350 individus. En 1963, lors d'une nouvelle visite, la population de rennes est montée à 6000. Mais les lichens ont pratiquement disparu et la colonie se nourrit désormais d'herbes. Et lorsqu'en 1966, une nouvelle expédition débarque sur l'île, elle est jonchée de cadavres. 42 rennes sont encore vivants. En quelques mois, la population s'est écroulée de 99%. Les rennes de l'île de Saint-Mathieu s'éteindront totalement dans les années qui suivent. Cette bien triste histoire est la meilleure des introductions possibles pour aborder les croyances écologiques et le raisonnement génocidaire de Thanos dans Infinity War. Pourquoi Thanos s'est complètement planté? Pour ceux qui ne connaissent pas Thanos, et là j'avoue que tu peux pas tester, si tu connais pas Thanos, franchement... Bon, mais rappelons brièvement qu'il est en quelque sorte le méchant ultime créé par Marvel. Dans les comics, il est le Titan Fou, un éternel qui est une ramification de l'humanité développée il y a 1 million d'années par les Célestes. Il est surtout immortel dans les comics et il a même une lubie morbide puisqu'il a une relation amoureuse très particulière avec la mort qui lui refuse la mort. Ah bon? Tout ceci n'est pas abordé dans Infinity War, et le film focalise surtout sur le gant de l'infini, accompagné de ces gemmes qui apportent à la puissance de Thanos la capacité de détruire d'un simple claquement de doigts l'univers tout entier. Ah! Le MCU n'a jamais été très clair sur les motivations du vilain, jusqu'à ce que cet Avenger Infinity War nous donne enfin les profondes motivations du Titan Fou. Fou, le qualificatif est discutable car il ne souhaite pas vraiment détruire l'univers. Il ne souhaite pas non plus détruire des planètes, ou même de devenir un dieu. Si dans les comics Thanos avait détruit une fois la moitié des êtres vivants intelligents de l'univers, c'était juste comme preuve d'amour pour la mort. Ouais, moi je me demande quand même s'il était pas un peu con. Dans Avengers Infinity War, Thanos est très loin de cette vision. Ce n'est pas un fou, ce n'est pas un démiurge crétin ou un despote sanguinaire qui veut simplement dominer le monde. Il est plutôt un utopiste, voire un nihiliste. Et grâce aux gemmes, il peut transformer son utopie en réalité avec pour règle d'équilibrer l'univers. Il n'est donc pas question de destruction, mais de régulation. Il part du constat que les ressources de l'univers sont limitées, mais que les humains et les autres créatures de l'univers n'en comprennent pas l'enjeu capital de leur raréfaction. Ah! Dans le film, on comprend vite que le but de Thanos, depuis plus de 20 ans, est de ramener l'univers à cet équilibre. Il a une méthode aussi simple que radicale. Lorsqu'il colonise une planète, il tue la moitié de la population de manière totalement arbitraire, sans jugement de valeur. Tu te rends pas compte que c'est du fascisme? Je m'attendais à plus d'ouverture d'esprit de votre part. Pour Thanos, la moitié doit mourir. Ceci nous est montré dans le film quand il arrive sur la planète Zen Warbury, la population y est séparée en deux, et seuls ceux qui sont sur la gauche sont assassinés massivement. Il rappelle d'ailleurs à Gamora que depuis 20 ans, sa planète d'origine ne fait que prospérer. Et là, on touche au problème du raisonnement de Thanos. Utopiste, mais très mauvais démographe, parce que ça ne marche pas. Alors pourquoi est-ce que la logique de Thanos est mauvaise ? Son élan, aussi écologique soit-il, inutilement meurtrier, ne sert à rien à longue échéance. Son génocide ne peut aucunement régler le problème de la surpopulation et offrir une meilleure existence à la moitié survivante restante. Thanos souhaite mettre en place une politique malthusienne agressive à l'échelle interplanétaire, mais même si l'encyclopédie Marvel définit notre utopiste violet comme un super génie dans pratiquement tous les domaines connus de la science, eh bien il faut admettre que c'est un piètre démographe. Alors certes, Thanos aime la nature, il a un fervent désir de la préserver et d'assurer à ses
habitants une existence soutenable sans épuiser les ressources. Sa cause est noble et on peut même être compréhensif envers son projet, avoir de la sympathie pour sa logique de préservation. Mais ce projet radical est voué à l'échec s'il se contente de ne sauver que 50% de l'univers. Son malthusianisme écologique intergalactique n'a pas vraiment la vertu d'être efficace. Le malthusianisme. Ce terme vient d'un chercheur britannique appelé Thomas Robert Malthus, qui était obsédé par la question de la croissance de la population. Dans son ouvrage Essai sur le principe de la population, Malthus fait remarquer que la population croît sans obstacle majeur de manière géométrique et qu'à l'inverse, la production de nourriture ou de ressources croît généralement de manière arithmétique. Dans son ouvrage de 1798, Malthus affirme que la race humaine croîtra selon la progression 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, tandis que les moyens de subsistance croîtront selon la progression 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu veux du pain ? Vous comprenez peut-être mieux pourquoi le récit des reines de Saint Matthieu a du sens dans cette démonstration. Cette histoire d'ailleurs fait le bonheur des Malthusiens. Selon eux, ce qui s'est passé sur l'île de Saint Matthieu est un exemple de catastrophe malthusienne et l'humanité pourrait bien connaître le même sort. Mais derrière le problème de la surpopulation, le malthusianisme développe une critique sociale qui va plus loin qu'une simple comptabilité numérique. Pour Malthus, c'était surtout l'accroissement des populations pauvres qui posait problème. Autre temps, autre mentalité, mais à vrai dire, cette conception sociale n'a jamais cessé d'être chez les adeptes de Malthus. Cette pensée va être reprise après la Seconde Guerre mondiale, comme par exemple par le biologiste et écologue Garrett Hardin, qui dans les années 60 et 70 développera une thèse selon laquelle les États-Unis sont un petit canot de sauvetage et que si on laisse des pauvres du tiers-monde monter dans le canot, celui-ci va sombrer. Selon Hardin, les pauvres se reproduisent de manière trop grande et constituent le danger écologique majeur de la raréfaction des ressources et de la destruction de notre environnement. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur... Pourtant, lorsqu'on regarde l'empreinte carbone à l'échelle du monde, on ne peut pas dire que les Africains, les Sud-Américains ou les gens qui habitent en Asie du Sud-Est soient les véritables destructeurs de notre environnement. En gros, pour nous donner une idée de cette empreinte carbone, un Européen a besoin de 5 hectares pour maintenir son niveau de vie. Et si tout le monde consommait comme un Européen, il faudrait l'équivalent de 2 planètes supplémentaires. Et si tout le monde consommait comme un Américain, il faudrait 5 planètes supplémentaires. Combien ? Il aurait été curieux d'avoir l'avis de M. Hardin sur l'empreinte carbone des Nord-Américains. M. Hardin pensait donc qu'il ne fallait surtout pas aider les pauvres et les laisser mourir pour sauver le canot des plus riches. Espèce de bâtard. L'observation des comportements démographiques depuis la fin du 19e siècle met en défaut toutes les prévisions malthusiennes, principalement parce qu'elles ne prenaient pas en compte l'augmentation de la productivité. L'homme ne dépend pas de la nature aussi directement qu'un renne. L'homme consomme des produits qu'il crée lui-même à partir des ressources naturelles. Il est capable d'apprendre et de rendre ce processus plus efficace. Il peut s'arranger, s'il en a l'envie, pour qu'une ressource soit capable de satisfaire les besoins d'une population grandissante. Toutefois, la productivité ne peut pas augmenter à l'infini, c'est un fait. L'histoire de l'île de Saint Matthieu met en lumière une autre différence entre le modèle malthusien et la réalité. L'homme dispose d'une organisation sociale consciente d'elle-même, capable de comprendre les problèmes qui se posent à elle, et en théorie en tout cas, d'agir pour les résoudre ou en réduire la gravité. Si c'était des hommes et non des reines qui s'étaient trouvés sur Saint Matthieu, ils auraient peut-être pu organiser la préservation du lichen en interdisant sa consommation sur certaines zones pour qu'il ait le temps de repousser, voire même probablement de stocker l'herbe en été pour éviter une pénurie pendant l'hiver. Bien sûr, de telles mesures auraient heurté les habitudes. Il y aurait même eu certainement des contestations de ceux qui sont certains de ne rien avoir à craindre de la catastrophe à venir, ou de ceux qui affirment que le diagnostic est inutilement alarmiste, et de ceux qui ne jurent que par la croissance économique. A l'inverse, être collectivement conscient du danger et connaître des solutions ne suffit malheureusement pas toujours à y échapper. Mais au moins, il n'y a pas de fatalité, on était au courant. Et Thanos dans tout ça? Eh bien, Thanos est un malthusien dont le génocide ne sert à rien. Et qu'est-ce que vous connaissez à la culture allemande? Le géant violet a en effet mal fait ses comptes. Réduire la population de moitié sans s'attaquer à la consommation a un impact quasi nul sur l'environnement. Plusieurs spécialistes se sont penchés sur la question et ils en ressortent une idée principale. Pour préserver les ressources, il faudrait beaucoup plus qu'un demi-génocide. Thanos n'a pas choisi le bon pourcentage pour être efficace. Il a oublié, comme le font souvent les malthusianistes, que la pression écologique qu'un groupe exerce sur son environnement ne dépend pas seulement du nombre d'individus, mais aussi de leur consommation.
C'est ce qui différencie fondamentalement une civilisation développée d'une population de rennes perdue sur une île du Pacifique. Car même si Thanos divise la population de l'univers par deux, et que les survivants s'arrangent pour en tirer les conséquences, en ayant par exemple une croissance démographique nulle, rien n'est réglé pour autant. Avec une technologie constante, la pression écologique aura retrouvé son niveau pré-génocide en seulement 24 ans. Partant du fait que l'univers est similaire aux habitudes des humains et qu'il a une croissance économique de l'ordre de 3%, ce qui correspond à peu près à la moyenne des dernières décennies sur notre planète, à technologie constante, c'est-à-dire si la consommation de ressources et la pollution croissent au même rythme que l'économie, la pression écologique aura retrouvé son niveau pré-génocide en seulement 24 ans. Diviser la population de 50% ne sert à rien. Dans le film, Thanos explique à Gamora qu'il a recueilli enfant au moment où il massacrait la moitié des habitants de sa planète. C'est un sale con! Que les enfants nés depuis ne connaissent plus la faim et profitent d'un ciel limpide. Mais si on admet que Gamora a mis une vingtaine d'années à passer à l'âge adulte, l'affirmation de Thanos est fausse. Car soit sa planète a stagné économiquement, soit elle se trouve à peu près dans le même état qu'avant le massacre. Dans les deux cas, les survivants n'ont pas connu la prospérité et la vie facile promise par Thanos. Alors combien faudrait-il tuer de gens pour résoudre durablement les problèmes écologiques? Les scientifiques se basent sur un modèle simple appelé l'équation IPAT, une équation créée par un biologiste américain appelé Barry Commoner. Cette équation nous dit que l'impact d'une société sur son environnement est le produit du nombre d'individus, c'est-à-dire la population, de la consommation par individu, ce qu'il appelle l'affluence, de l'impact par unité de consommation qui varie avec le progrès technique. Sur Terre, la population croît à peu près de 1% par an et le PIB par habitant est de 3% en moyenne. Avec ces valeurs, la pression écologique croît de 2,47% par an et retrouverait en 29 ans son niveau de départ si la population était divisée par deux. Si Thanos veut être tranquille pendant 200 ans, il faut qu'il extermine 99,24% des habitants de l'univers. Vous l'avez compris, avec ce modèle, il faudrait tuer non pas une personne sur deux, mais 11 personnes sur 12. Ça fait beaucoup là, non? Et si Thanos veut être tranquille pendant 500 ans, il faut qu'il extermine 99,99995% de la population. Le projet de Thanos dans le film est donc inutile. À ce stade, vous l'aurez compris, le néo-malthusianisme est un cliché de fiction. On pourrait quand même se demander pourquoi ces super vilains s'attaquent toujours en premier terme de l'équation IPAD, à savoir la population, sans jamais s'attaquer à celui de la consommation. Car le vrai problème vient bien de la surconsommation. Mais dans un monde basé sur la consommation à outrance, dont la production cinématographique est souvent le vecteur de diffusion du modèle, il n'est pas question de s'attaquer à l'essence même de ce qui fait ce système. Qui voudrait remettre en cause aujourd'hui sa façon de consommer? Personne chez les Occidentaux. Vous êtes un communiste, ça crève les yeux. Et les Chinois qui ont goûté aux joies du consumérisme outrancier des Occidentaux ne voient pas non plus pourquoi ils devraient se priver. Pour Frodon. Et quand on parle de consommation, on ne parle plus ici d'assurer ses besoins primaires, pour le moment sont assurés dans les pays développés. Il s'agit bien de maintenir son train de vie. S'attaquer à la surconsommation est un risque que les politiques ne vont pas prendre, conscients qu'il pourrait déclencher l'ire des sociétés qui se sont habituées à ce modèle destructeur d'énergie et de ressources. Un communiste, Et qui ne voient pas pourquoi elles changeraient leur train de vie, la moindre restriction étant perçue comme une atteinte à leur liberté. La gratification personnelle et immédiate prime visiblement sur l'instinct de survie et l'environnement. Il est donc plus facile d'éliminer les populations dans les comics ou les films. Le projet est beaucoup moins glamour s'il faut s'attaquer à notre modèle de consommation. Tout le monde s'en fout. On voit mal un reboot de Infinity War avec un Thanos moralisateur dire aux gens qu'il faut moins consommer et arrêter de gaspiller. Alors on va se contenter d'employer la bonne vieille méthode du génocide. Ça rend le méchant immoral mais sympathique dans ses intentions de sauver le monde. Enfin, Et puis, tant que le spectacle est assuré par les beaux Avengers soucieux de maintenir le statu quo et l'inégalité du système, c'est quand même plus plaisant qu'un documentaire sur la disparition des reines de Saint-Mathieu.